Alors, je vais vous proposer qu'on passe à la deuxième séquence. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous, merci de votre écoute. Et maintenant, nous allons écouter William Houlet, qui est docteur en psychologie, psychologue clinicien et de la santé, qui est psychothérapeute en cabinet libéral et qui intervient aussi au Centre Pierre Janet, et donc qui va poursuivre cette matinée avec un exposé sur les psychothérapies intégratives de seconde génération. Donc, il s'inscrit, cet exposé qui s'inscrit donc dans les suites de l'exposé de ce matin de Thierry Nussberger et du précédent qu'il avait présenté au mois de novembre. Voilà, après l'exposé de William, nous pourrons échanger également avec lui. William, je te passe la parole. Merci beaucoup David. Alors il est vrai que j'avais eu une discussion avec Thierry Nussberger juste avant l'intervention de ce matin. Et on avait convenu que à la fois j'apporterais des éléments théoriques, cliniques, et qu'en même temps j'allais véritablement favoriser l'interaction avec vous, en vous remettant du coup l'écrit un peu plus tardivement, mais parce que j'ai entendu un certain nombre d'interrogations qui étaient les vôtres après l'exposé de Thierry Nussberger. J'ai entendu l'intervention de M. Rabéron, et qui ne peut qu'attiser à la fois ma curiosité et attiser, bien entendu, mes réflexions. Alors je vais quand même faire un tout petit préambule, bien entendu, avant que je vous laisse plutôt du coup la parole pour me questionner au sujet de ces nouvelles formes d'approche psychothérapeutique dont on entend parler de plus en plus et qui soulève nombre de questionnements, ce qui est le symptôme, la place du symptôme, le thérapeute, la place du thérapeute, la circulation possible entre ces nouvelles formes de psychothérapie actuelle et la sensibilité analytique. Ce que ça dit du sujet, ce que ça dit de la parole, ce que ça dit du langage. En fait, cette nouvelle génération d'approches psychothérapeutiques remet en perspective véritablement en fait, notre conception même du cheminement qui peut être entrevu avec le patient. Alors, pour débuter mon propos, donc juste quelques petits mots très très rapides et très très brefs qui font immédiatement sens avec ce que vous avez introduit comme questionnement juste auparavant. Alors, un peu comme Thierry Nussberger l'a dit en préambule, alors mon identité de jeune clinicien a été façonnée d'une certaine manière par cette émulsion justement actuelle des nouvelles formes de psychothérapie. Alors pas parce que tout mon cursus s'est déroulé à l'université, donc dans un parcours universitaire clinique et de recherche au sein de l'équipe de psychosanté de Metz, et aussi le Centre Pierre Janet. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs été approché pour développer un peu ces propos. Le Centre Pierre Janet, qui, je ne peux pas en faire l'économie, du coup, je suis désolé, mais est un peu perçu actuellement comme une sorte de figure de proue de ces thérapies intégratives en France. Il est vrai que je peux féliciter les recherches qui sont en ce moment en train d'être menées. Il y a des formations qui sont reconnues, il y a une dynamique nationale, voire même internationale, dans de très nombreux champs, avec entre autres le champ immense du psychotrauma. Et quand je dis immense, c'est parce que j'ai entendu, donc au travers de l'intégralité de la présentation et de vos échanges, que on se situe dans un paradigme qui est de plus en plus éloigné de tout ce qui a pu être dit auparavant. Et je mesure plus encore, pas après avoir pris connaissance du texte de Thierry Nussberger, mais je mesure plus encore une fracture véritable que je regrette. Alors j'essaie de créer des ponts constamment, et puis on pourra en discuter justement, mais une véritable fracture conceptuelle. Elle se joue déjà au niveau du psychotrauma. Alors le Centre Pierre Janet s'est spécialisé dans le psychotrauma, dans le MDR, un peu plus récemment dans l'ICV, l'intégration d'un parcours de vie et de l'hypnose. Et surtout, mon identité de clinicien et de jeune chercheur a été façonnée par les discussions souvent très passionnées des fervents défenseurs et contradicteurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai également accepté votre invitation à venir discuter de ces nouvelles formes de psychothérapie. J'attendais avec impatience ces discussions parfois passionnées concernant les postures qui sont les nôtres.
Alors, je voulais dire également que parler de psychothérapie, c'est un acte politique, c'est ce que j'avais écrit en préambule. Alors laissons-nous aller encore un petit peu de politique. Ce matin, et vous avez conforté et confirmé l'intégralité de ces propos, c'est de la politique parler ce matin, de ces nouvelles formes de thérapie, c'est parler de politique. Ce que je voulais vous dire également, avant de vous écouter sur l'éventuel questionnement à ce sujet, c'est qu'il y a un constat qui s'impose immédiatement. Ça a été dit également et souligné immédiatement par Barbara, mais je pensais déjà vous le dire. Un constat qui s'impose immédiatement, implacable, hein, qui est assez déstabilisant et sans doute assez décevant pour vous, hein, qui avez lu le texte de Thierry Nussberger dans son préambule. Et j'en saisis déjà par avance les affres de ce réel qui gagnent vos pensées et qui s'imposent à vous. J'ai aucune historiette de cul à vous relater quant au fondement du contexte historico-politique dans lequel vont s'inscrire ces nouvelles formes de psychothérapie. Pas de barricade 68 ardes, pas de réflexion révolutionnaire, ni de discours de prêtres freudo-marxistes. Donc, je questionne immédiatement et je rebondis sur ce qui a été dit par l'un de vos collègues. Finalement, il s'agissait alors de s'affranchir de certaines aliénations. Mais à ce jour, au moment où je vous parle, je me demande, mais finalement, de quel discours parle-t-on? Et de quel maître parle-t-on? Et que reste-t-il, in fine, de ces considérations humanistes aujourd'hui dans le champ de la santé et des psychothérapies? Et je me questionnais également sur le fait que, pour moi, il est indubitable que je me demandais si les maîtres d'alors n'ont tout simplement pas seulement changé de visage et qui ont su adapter leur discours et leur objet. Et cette fois, la science, aux attentes d'un contexte économique et politique qui est hégémonique dans nos sociétés occidentales et qui répondent avec justesse, en fait, à cette quête effrénée d'efficience, qui est devenue une sorte de nouveau diktat, aidé en cela par un concept, le nudge, qui a été défini par Thaler et Sustein. À savoir que Richard Thaler était professeur à la Business School de l'Université de Chicago, membre du Centre national de recherche économique américain, et Cass Sustein, qui est d'ailleurs encore juriste américain. Et j'avais noté ça d'ailleurs, ancien directeur des affaires réglementaires au sein de l'administration Obama. Ils ont développé une notion, et c'est d'ailleurs une des seules, j'ai pris note avant que mon propos soit beaucoup plus détaché des notes, la notion de paternalisme libertarien. On a beaucoup parlé avant de père, mère, maternage à propos des psychothérapies. Mais de ce point de vue, il se joue quelque chose d'intéressant également. Le paternalisme libertarien, il a des dessins qui sont initialement assez favorables à l'émancipation libertaire de l'individu. On évite cette petite régression qui amène à savoir ce qui est bon pour l'autre, à l'amener dans une forme de régression dont il pourrait potentiellement s'extraire, mais dont il deviendrait par contre assez aliénant une fois de plus. Alors ils sont dans cette émancipation libertaire de l'individu et une autonomie de choix, mais dont le mécanisme intrinsèque peut aisément être dévoyé, et assez facilement d'ailleurs. Il faut aussi savoir que finalement, l'émergence de ces nouvelles formes de thérapie, elles s'inscrivent dans une recherche, donc celle de l'efficacité, et des recherches constamment promues, quand on parle d'efficience ou d'efficacité, qui repose sur la pratique fondée sur la preuve en psychologie, l'Evidence-Based Practice in Psychology, qui a été développée par l'association américaine de psychologie. J'entendais effectivement qu'avec la création de cette nouvelle faculté libre dont parlait Thierry Nussberger, avec Jean-Michel Fourcade, Max Pagès, Edmond Marc, Michel-Marie Cardine, ce qui a été développé dans l'ouvrage de Fourcade, qui développèrent cette psychanalyse intégrative, qui est donc une des branches de la psychothérapie intégrative, et je cite, elle était pour moi l'aboutissement, alors j'ai des petites accointances parce que je pense qu'on avait le même ouvrage, pour moi l'aboutissement d'un questionnement commençait lorsque, ayant eu des expériences alternées de psychanalyse individuelle ou de groupe en France, de psychothérapie émotionnelle et corporelle en Amérique du Nord, ayant éprouvé sur la longue durée les résultats positifs de ces diverses méthodes, je me suis donné comme but de comprendre en quoi les théories psychanalytiques et les théories psychocorporelles étaient non pas incompatibles ou opposées, ainsi qu'elles étaient présentées par leurs fondateurs, mais au contraire dans quelle continuité et quelle complémentarité elles pouvaient être comprises et utilisées. C'est la page 7 donc, de l'ouvrage sur les patients limites. À cela les chercheurs, parce
je ne parlerai pas forcément de père fondateur en fait, des nouvelles formes de psychothérapie, même si on pense immédiatement alors, je pense avec provocation à Milton Erickson, mais pas seulement, je pense également à Bandler, je pense également à toute la mouvance de Diels, Robert Diels, je pense à Richard Bandler également donc, pour la PNL, je pense à Passy pour l'ICV, je pense à Shapiro pour le MDR, je pense également à toutes ces formes de nouvelles considérations en fait, des états du moi qui sont de plus en plus utilisés actuellement dans une nouvelle forme de psychothérapie et qu'on retrouve dans l'analyse qui est dite transactionnelle, qui a été créée par le médecin psychiatre et psychanalyste Eric Berne. Donc, si on peut parler de figures assez représentatives de ces nouvelles formes de psychothérapie, il pourrait s'agir de certaines d'entre elles, mais plus encore, je parlerai plutôt de la recherche et des chercheurs. Parce qu'au final, ce que Jean-Michel Fourcade questionne et ce que vos interrogations ont questionné immédiatement, c'est de se dire, mais à un moment donné, il se passe quelque chose dans la thérapie, dans la clinique, qui dépasse les référents initiaux, qui étaient les miens aussi, pour être sincère avec vous, plutôt de sensibilité analytique, qui nous dépasse, où on voit effectivement quelques minutes, quelques secondes, des évolutions de discours, des évolutions de pensée, des insights qui s'effectuent à une vitesse et une rapidité parfois assez incompréhensible, et des insights qui sont naturels parce que le thérapeute est très en retrait de cet accordage possible, de cette alliance, dans cette alliance thérapeutique. Donc il se passe quelque chose. Et quand Fourcade pose cette question, en quoi elles peuvent s'articuler, la recherche y répond de façon assez lapidaire. Plutôt que de penser à articuler, recherchons tout simplement quels sont les facteurs communs qui pourraient répondre à cette efficience dans la thérapie. Pour quelles raisons rejeter l'une ou l'autre? Pour quelles raisons articuler l'une ou l'autre? Regardons juste de plus près ce qui se joue dans l'une et l'autre et qui effectivement amène à ces changements intérieurs qui peuvent maintenant être même assez bien précisés par les neurosciences. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a cette approche de Fourcade et bien après, en même temps qu'il y a pour Fourcade les trois postulats: reconnaissance de l'inconscient, travail dans la relation de transfert et la régression dans la cure. La régression, et vous l'avez très bien déterminé, a été prise en main par d'autres approches. Alors, on parle de la mindfulness, est-ce qu'on peut parler de régression potentielle? L'ICV qui amène finalement une régression d'une certaine manière à des états du moi antérieurs, l'état enfant. Dans l'ICV, on fait dialoguer des états du moi enfant avec les états du moi adulte, avec les états du moi parent. Enfin voilà, il y a une dialectique claire qui se construit entre ces différentes parties du moi. Cette régression qui amène dans le MDR à aller à la quête du trauma dit initial, qui peut être un trauma qui s'est joué il y a quelques années, comme durant l'enfance, et bien plus encore. Maintenant, le MDR traite et travaille, il est vrai qu'on parle de traiter, mais on va dire de travailler la question de l'empreinte précoce, avec ce retour à l'archaïque que vous questionniez avant. Est-ce qu'il est intéressant d'aller jusque-là? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à cet état de l'avant-langage? Finalement, c'est ça l'archaïque. C'est l'espace de ces premiers refoulements originaires. Est-ce qu'on peut l'atteindre? Qu'est-ce qui s'y dit? Bien finalement, les cliniciens de ces nouvelles formes de psychothérapie ne sont plus à se poser cette question, mais tentent par différents moyens de l'atteindre d'une certaine manière aussi. Partant du principe que nous ne sommes plus du tout dans le même postulat. C'est-à-dire qu'effectivement, si on se positionne dans ce rapport à une jouissance qui ne devrait pas, mais qui s'expose au sujet, à ces contenus du refoulement initiaux, etc., je veux dire, on passe à côté d'un nouveau courant de pensée dans lequel s'inscrit une grande partie de ces nouvelles formes de psychothérapie, qui est celui du trauma et de la dissociation. Mettons en perspective le trauma, la dissociation, et ajoutons-y les états du moi. Et ajoutons-y également la question de l'attachement. Finalement, les mots-clés que je viens de vous signifier là en quelques secondes recoupent littéralement vos interrogations et vos propos jusqu'à présent. Et j'ajoute encore la recherche des facteurs communs à toutes les psychothérapies. Vous voyez que finalement, on n'est plus dans le même paradigme. C'est-à-dire qu'on va plus se refuser à aller travailler ce qui est de l'ordre de l'archaïque. On va partir du principe que potentiellement ce qui s'est joué dans l'archaïque, ce sont des traces potentiellement traumatique, et que le traumatique, comme tout autre fragment du moi, se doit d'être intégré dans le moi.
Et du coup, cette nouvelle forme de psychothérapie, elle considère également qu'il y a des fragments du moi qui ont pu émerger à des temps différents de l'évolution du sujet, et que le travail de ces fragments dissociés, et c'est là où la question de la dissociation va commencer à apparaître, et bien que ces fragments dissociés se peuvent, j'allais dire se doivent, mais en tout cas se peuvent, si la demande du sujet va en ce sens, d'être intégrés à nouveau. On va parler de parties émotionnelles, on va parler de parties, enfin, de différentes parties du moi. C'est-à-dire que là, on va également pouvoir échanger au sujet de la théorie des parties du moi dissociées. Là aussi, encore tout un autre champ. La mindfulness vient répondre à cela en termes de régression. Vivre le moment présent. C'est-à-dire laisser émerger également ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. Une grande partie de ces nouvelles formes de psychothérapie intégrative ont cela en commun qu'elles intègrent immédiatement la question de l'émotion, la question des pensées immédiates et émergentes, la question du corps, de la corporalité et de la corporéité, dans une dynamique de la considération et de la reconsidération de ce qu'est le psychotrauma, sous le prisme des thérapies de la dissociation, et aidé en cela parfois par une dialectique avec les états du moi. Bon, en tant que jeune clinicien, bien entendu, je suis encore à mes balbutiements de l'ensemble de ces connaissances, mais il me semblait assez intéressant de mettre immédiatement en perspective toutes ces nouvelles formes de psychothérapie au regard de ce que vous avez pu amener comme interrogation concernant l'accès à l'archaïque, les techniques qui étaient dites de régression. Effectivement, elles sont là, mais parce qu'elles considèrent que, au travers de la régression et de ce maternage, il y a plutôt la question des traumas refoulés, des traumas et de cette partie dissociée du moi qui, par la suite, se devront d'être travaillés. Et c'est en cela que, finalement, la reconnaissance de l'inconscient, elle a été immédiatement re-questionnée par la psychologie expérimentale, parce que, bien entendu, il ne faut pas oublier que grande partie de ces nouvelles formes de psychothérapie sont expérimentales. C'est-à-dire que ce qui a émergé dans ces nouvelles formes de psychothérapie qui tirent leur origine et leur racine très souvent de l'ego-psychology, ou bien dans l'école de Palo Alto, ou bien avec Milton Erickson, etc., dans l'analyse transactionnelle, dans les approches systémiques, j'ai encore oublié la systémie, qui guide tout de même très très fortement d'ailleurs ces nouvelles formes de psychothérapie. Hein. En cela, elles sont totalement intégratives. Elles sont intégratives pour quelles raisons? Elles sont intégratives, notamment par exemple, pour le MDR, que je reprenne juste un tout petit peu le schéma de voilà, c'est ce que disait Shapiro. D'ailleurs, l'utilisation de MDR, elle est pleinement compatible avec la plupart des psychothérapies connues. C'est-à-dire que l'importance des souvenirs de la petite enfance, et Shapiro qui le dit, s'accorde bien évidemment avec le modèle psychodynamique, tandis que l'importance de l'attention centrée sur les réactions, les comportements qu'elle dit dysfonctionnels courants est tout à fait cohérent avec le paradigme du conditionnement, et donc de façon générale avec une certaine forme de behaviorisme. Elle dit également, comme dans le MDR, qu'il y a une approche centrée sur la personne, avec une solide base qui est dite expérimentale. Elle intègre également, et elle part de l'EMDR comme une approche intégrative, parce qu'elle s'adresse au contexte d'une évaluation du soi qui est positive et négative, et bien entendu qui tire ses racines dans le champ de la thérapie, cette fois cognitive, avec un certain nombre de pensées cognitives qui sont clairement prises en considération immédiatement par le thérapeute et modifiées en cognition positive, qui sont du coup rattachées à un souvenir traumatique qui, après avoir été désensibilisé, n'est plus qu'un souvenir parmi tant d'autres, que l'on peut replacer dans le parcours chronologique et dans la mémoire épisodique du sujet, et qui, si on change les cognitions négatives en cognitions positives, reste un événement parmi tant d'autres. Et elle met aussi l'accent sur le fait que bien il y a des réponses physiques, physiologiques, qui sont liées à l'ensemble de ces troubles que présente le patient, et qui là aussi s'avère un élément important de l'intégralité de son utilisation thérapeutique, donc de l'utilisation de l'EMDR. On a des techniques du coup dans l'EMDR comme le body scan et d'autres techniques qui peuvent être centrées sur le corps, qui n'est pas oublié d'ailleurs, qui donnent cette dynamique totalement intégrative. Alors bien évidemment, je parlais juste avant de revenir un peu sur les psychothérapies intégratives, de ces facteurs communs. Alors, le facteur commun qui est pour certains une sorte de recherche de Graal actuelle, de se dire allons à l'essentiel. Allons à l'essentiel. Allons à ce qui fait, dans la dynamique psychothérapeutique,
à ce qui fait changement, à ce qui fait insight, à ce qui fait résolution, si on parle de symptômes du conflit sous-jacent, à ce qui fait traitement du trouble. Et là également, si je peux y faire référence, parce que c'est un peu également ce qui conduit à l'émergence, je pense, de nouvelles formes de psychothérapie dans les mois ou années qui viennent, c'est-à-dire qui sont guidées également par cette recherche de facteurs communs. Et dans ces facteurs communs, alors il y a des dizaines d'années de recherche qui ont révélé qu'il y a des caractéristiques propres aux patients, propres aux thérapeutes, propres à la relation elle-même, propres à la méthode de traitement et du contexte qui contribue à la réussite ou l'échec du traitement. Je reprends mes notes. L'alliance thérapeutique, également considérée comme un facteur thérapeutique important dans le processus de changement en cours lors d'une psychothérapie. Elle cristallise également une part importante de la recherche dans les psychothérapies. Alors on parle également beaucoup d'alliances thérapeutiques, véritablement. Et là, je ne peux pas faire de généralisation au travers de l'ensemble des psychothérapies de seconde génération existantes concernant leur regard sur l'alliance thérapeutique. Bien entendu, elles sont considérées comme des objets à part entière de travail. Mais en tout cas, l'alliance thérapeutique, qui peut être basée sur empathie en tout cas, elle n'est bien évidemment pas la seule composante effective dans le processus psychothérapeutique comme facteur qui pourrait être curatif. Je reprends un peu ce que beaucoup de chercheurs et cliniciens brandissent immédiatement quand on parle de la psychanalyse et surtout des guerres intestines entre les différents courants de pensée en psychologie. C'est qu'il y a 4 classes de facteurs qui permettent d'interpréter les résultats obtenus auprès des patients suite à une intervention thérapeutique. Les techniques utilisées expliqueraient 15% d'amélioration de l'état du patient, tout comme l'intensité des attentes envers la thérapie, avec un effet placebo qui est de 15%. Les facteurs communs à l'ensemble des thérapies qui expliquent 30% des résultats obtenus, et 40% des effets de la psychothérapie seraient dus à des rémissions qui sont dites, en tout cas par les auteurs, spontanées, avec des changements extra-thérapeutiques, soutien social, auto-changement, etc., etc. Et donc, on reste sur les 30% de ces facteurs communs que l'on essaye, par diverses recherches actuelles, à saisir véritablement pour les inclure dans une nouvelle considération des thérapies à venir. Et finalement, on en a déjà un certain nombre de ces facteurs communs, dans une sorte de facteurs transversaux à nombre de thérapies actuelles. Alors, il y a l'idée d'accroître le sentiment d'efficacité personnelle et l'estime de soi. L'idée de pratiquer de nouveaux comportements, c'est la recherche de certaines formes de nouvelles psychothérapies. Il y a la question de la modification de la perception de certaines expériences. Il y a la question parfois de réduire ou accroître le niveau d'activation émotionnelle. Il y a également une idée d'induire des attentes d'aide, d'accroître la motivation du patient. Et également, de façon assez transverse à cette nouvelle forme de psychothérapie, de fournir des expériences qui seraient génératrices d'insight, c'est de provoquer un changement de perception. Alors finalement, il y a d'autres déterminants, bien évidemment, comme favoriser le processus de mentalisation, instaurer une alliance thérapeutique de bonne qualité entre le thérapeute et son patient, adopter une posture humaniste dans la thérapie, induire l'espoir chez le patient, le système d'explication rationnelle, etc. Quand je les cite, c'est pas anodin, c'est-à-dire que ce que je viens de citer là repose sur des recherches. Donc on se trouve véritablement dans les fondements même de cette nouvelle émergence, de cette seconde génération des psychothérapies intégratives, dans le prolongement et un re-questionnement de ce que disait Fourcade concernant le transfert, la notion même de transfert, et la notion de l'inconscient, qui d'une certaine manière et dans un premier temps ont tenté d'être totalement rejetés, pour aller à quelque chose de l'ordre de, et je l'utilise volontairement, d'une pureté dans la thérapie. Et ça questionne véritablement, sachant que le dernier congrès justement de l'association francophone du trauma, enfin l'avant-dernier congrès de l'association francophone du trauma et de la dissociation a volontairement, j'ai trouvé ça vraiment extrêmement important, réintroduit la question de l'analyse transféro-contre-transférentielle dans le processus psychothérapeutique actuel, qui est un pied de nez immense à des cliniciens-chercheurs qui n'avaient de cesse d'extraire volontairement finalement la parole du sujet, d'extraire véritablement l'importance de la parole, l'importance même de la voix du thérapeute, pour en rendre des protocoles extrêmement rigides, de plus en plus rigides, qui étaient uniquement basés sur cette quête de ces facteurs communs potentiellement curatifs. Le rejet de cette boîte noire
qui est l'inconscient et qui génère à la fois des fantasmes et de la crainte, et qui s'inscrivent également dans une attente sociétale et finalement qui amène une autre piste de réflexion, c'est la question de la temporalité. À la recherche effrénée de ces facteurs communs, à la recherche effrénée d'aller à l'essentiel, à ce qui est considéré comme l'essentiel de la thérapie, et qui en oublie bien évidemment l'essentiel, qui est le sujet, parfois, trop souvent d'ailleurs, eh bien, c'est dicté également dans cette réponse à une attente immense, qui est avant tout sociétale, avant tout politique et économique, qui est la quête du temps, de l'efficience et de l'efficacité. Alors, je pourrais continuer à parler, bien évidemment, de cette alliance thérapeutique, de l'avènement, du coup, de cette troisième vague. Alors, il y a d'abord la troisième vague des CCC, et donc l'avènement des psychothérapies. Et dans les TCC, les nouvelles formes de TCC, je pourrais parler de la mindfulness, bien évidemment, qui repose sur cet état de pleine conscience, qui amène qui a été présenté par Kabat-Zinn, à deux autres thérapies qui sont la MBSR et la MBCT. La MBSR qui étant un programme de 8 séances qui est basé sur la pleine conscience et qui utilise de nombreuses pratiques méditatives, alors un bailliage corporel, une méditation assise, le hatha yoga, dans le but de réduire le stress, l'anxiété, la dépression, la douleur, plus globalement d'instaurer un meilleur rapport entre le patient et sa maladie. A également émergé du coup la MBCT, dans ces nouvelles formes de psychothérapie de seconde génération, qui est une intervention qui est développée dans le but de prévenir la dépression et le risque de rechute. On va amener le patient à focaliser finalement son attention sur l'instant présent et explorer son vécu, en empêchant ainsi le maintien des schémas cognitifs qui sont dits dysfonctionnels et qui sont automatiquement générés et mobilisés par le sujet. Le but finalement de cette approche, la MBCT, c'est que le patient est alors en mesure d'adopter une attitude de non-jugement et d'acceptation par rapport à la survenue de tout nouvel événement. Et une fois de plus, c'est 8 séances de 2 heures d'intervention qui reposent sur des éléments de thérapie cognitive, sur un entraînement à la méditation, de la pleine conscience et une démarche psycho-éducative. Tout ça toujours étayé par la recherche scientifique. Il y a l'ACT aussi. Alors, tout ça converge, la psychologie expérimentale, avec ce que je disais avant, une nouvelle conception du psychotrauma, et je ne peux me faire l'économie de revenir un tout petit peu sur ce que disait Van den Hart, et qui était repris d'ailleurs dans un ouvrage de TCC, certains TCCistes essayant par tous les moyens d'intégrer le MDR en leur sein. Malheureusement, le MDR pioche effectivement une certaine pensée cognitiviste et comportementale, mais n'appartient pas, de mon point de vue en tout cas, au TCC. Enfin, ça, c'est pas l'objet de notre discussion. Mais en gros, ça repose avant tout sur une nouvelle considération de la mémoire traumatique. Et tout cela s'inscrit dans l'émergence et le développement des neurosciences dans les années 90, avant tout, qui ont amené la première vague, déjà des TCC bien avant du coup, et sur lesquels s'étaye encore cette vision de l'ICV, de l'EMDR et autres. Alors en gros, il y a différents types de mémoire, pour rappel, qui constituent le système complexe de mémorisation. Et donc, c'est associé à des zones particulières du système nerveux central, mémoire à court terme, pas d'encodage permanent dans le cerveau, la mémoire épisodique qui se réfère à des expériences autobiographiques, les lieux, les couleurs, les odeurs, les émotions, un contexte d'expérience personnelle. Là aussi, on va parler de réseaux neuronaux dans le cortex sensoriel, le néocortex est dans l'amygdale, pour la relation cette fois avec les émotions, c'est-à-dire qu'elles sont aussi intégratives, ces psychothérapies, parce qu'elles vont convoquer ces aspects neurologiques, des émotions, du sens donné aux éléments, de l'expression également corporelle, etc. On passe à la mémoire sémantique, qui est de nature culturelle, symbolique, décontextualisée, et une mémoire de script et des schémas, qui ne nécessite pas de langage. Et c'est là où, finalement, on commence là aussi à se distinguer du paradigme analytique. C'est-à-dire qu'on va reposer sur ces conceptions neurologiques et des neurosciences pour se distinguer, finalement, de l'importance de l'élaboration, mentalisation, perlaboration, peu importe comment on la considère, en tout cas, et de ce retraitement, finalement, et de cette subjectivation, en fait. C'est surtout ça, de cette subjectivation qui a ou n'a pas eu lieu de l'individu. Donc là, on n'a pas le langage. Et puis finalement, elle implique largement, cette mémoire sémantique, des régions sous-corticales comme le noyau codé, les ganglions de base, ainsi que le cervelet. Et finalement, pour que les souvenirs à long terme puissent se former, il faut une intervention des structures, notamment de l'hippocampe. Et en gros, on a remarqué que l'hippocampe,
ne stockent pas à long terme les éléments mémorisés, mais ils serveraient de lien entre les informations. Donc, il s'agit des sensations, des émotions, de la compréhension, et donc du sens donné à l'événement en lui-même, et de l'expérience. Et donc, il fait le lien entre ces informations-là, finalement, tout ce qui fait intégratif dans les nouvelles formes de psychothérapie, enregistrées dans les autres parties du cerveau, au cours, elles, de leur encodage dans d'autres zones cérébrales. Et finalement, eh bien, le rappel d'un souvenir autobiographique, ça fait intervenir de façon assez primordiale les structures hippocampiques. Cela dit, ce qui fait trauma, c'est la difficulté d'intégration. Et donc, sans cette intégration, bien, le rappel des souvenirs, bien entendu, il est à la fois impossible, on peut reprendre ça chez les amnésiques, ou fragmenté. Et c'est à cet instant-là, dans les années 90-2000, qu'on s'est intéressé plus encore à ce qui s'appelait encore l'état de stress post-traumatique, ce qu'on appelle maintenant le trouble de stress post-traumatique, un petit changement conceptuel qui s'est effectué dans la traduction francophone. Et on parle maintenant d'un moi fragmenté, de souvenirs fragmentés, d'une mémoire traumatique, du coup, qui n'a pas pu être intégrée. Et donc l'état de stress post-traumatique, le trouble de stress post-traumatique, il pourrait être considéré comme la conséquence d'un défaut d'élaboration du souvenir épisodique. Et donc il y a une rupture des processus normaux de mise en mémoire, d'intégration, qui conduit alors à une conservation qui serait dite inappropriée de cet épisode traumatique sous forme qui induit les manifestations mnésiques qui caractérisent alors le syndrome. Et pour aller encore un tout petit peu plus loin, les souvenirs traumatiques, ils sont considérés comme qu'ils soient anciens ou récents. Et quand je dis anciens, je dis anciens volontairement, c'est-à-dire qu'ils sont anciens jusqu'aux empreintes précoces, ils sont anciens jusqu'au travail sur l'attachement, qui est fondamental aussi, ils sont anciens presque juste dans le transgénérationnel, qui est là aussi de plus en plus développé et inclus dans les nouvelles formes de psychothérapie intégrative. On va travailler le trauma transgénérationnel. Et là, il y a tout un champ qui s'ouvre maintenant sur l'épigénétique. Là maintenant, l'expérimental, les neurosciences et la génétique vient appuyer l'idée de trauma transmis d'une génération à l'autre jusqu'à 3 générations et qui va littéralement marquer l'ADN par la méthylation, l'activation de certains gènes, etc. Et ça aussi, c'est pris en compte dans cette nouvelle conception du psychotrauma, dans le traitement même des traumatismes psychiques alors. C'est-à-dire que là, on en est à ces empreintes d'avant la naissance. L'origine du trauma, donc, il y a un déficit d'intégration des sensations traumatiques dans la mémoire sémantique, avec une fragmentation et une désorganisation des éléments de la mémoire qui interférerait avec l'évaluation, la classification, la contextualisation de l'expérience du trauma. C'est-à-dire que du coup, il y a différentes psychothérapies, que ce soit le MDR ou d'autres formes de thérapie avec exposition ou sans exposition, qui vont amener à réintégrer ces expériences somatiques et émotionnelles dans le traitement normal des souvenirs sémantiques qui sont dits alors normaux. Il y a là aussi, si on va dans les thérapies de cette seconde génération, il s'agit des thérapies de trauma et de la dissociation, on peut citer le MDR, on peut citer la thérapie sensorimotrice, on peut parler du coup de la somatic experience, ou justement la thérapie des états du moi, où on retrouve aussi une certaine configuration similaire initiale qui repose sur toutes ces théories dont je viens de vous faire dont je viens de vous relater l'expérience. On a des phases qui se distinguent. On peut avoir les phases de stabilisation émotionnelle, très importantes, parce que là aussi, Thierry Berger soulevait la question juste avant il faut que tout soit bien, il faut que tout soit bien agencé. On n'est plus dans cette jouissance qui doit disparaître. Eh bien, c'est pareil en thérapie. On a du mal à accepter qu'un patient puisse sortir de thérapie avec un niveau d'activation qui est trop élevé. Et puis finalement, on va également considérer que ce niveau d'hypoactivation ou d'hyperactivation, avant même le début de la séance de psychothérapie, peut induire une plus grande difficulté à l'intégration des souvenirs traumatiques. Donc ça, on pourrait en parler aussi. On parle de la fenêtre de tolérance, finalement, dans laquelle on pense maintenir le patient du début à la fin de séance. C'est dans cette fenêtre de tolérance où le patient est en mesure de déployer des plus grandes capacités d'intégration, de mémorisation, d'encodage, de réaction, de prise de conscience, de prise de recul aussi, de connexion à ses émotions, etc. Donc on a des phases comme ça dans les nouvelles formes de psychothérapie qui sont, elles, plutôt centrées sur les traumas et la dissociation, phase de stabilisation, une phase plus ou moins d'exposition au trauma, une phase d'intégration de ces fragments traumatiques, et finalement une phase qui serait plutôt de l'ordre de la reconstruction,
plus générale. Alors, on va parler de reconstruction, on va parler de reconstruction cognitive, on va parler de changement intérieur, on va parler de... Voilà. Donc, on est dans cette nouvelle forme qui également se rapproche maintenant d'un nouveau courant de pensée qui est celui de la psychologie positive, Oui, qui peut être William, poursuivi du coup avec la psychologie positive. pardon, je dois t'interrompre, hein, William, parce qu'il est. Si tu es d'accord, hein, après on peut te laisser encore un petit peu de temps là pour peut-être pour dérouler ce que tu disais, mais qu'il y ait un peu de place pour l'échange, justement. Parce qu'il est déjà midi et demi. Oui, ça te va? Mais vas-y, hein, tu peux aussi terminer là ton propos si tu avais encore, si tu voulais poursuivre sur. Finalement, écoutez, je vais laisser place à l'échange. Je pense que l'idée, dans ces quelques mots, c'était vraiment de dessiner un tout petit peu les pensées qui sous-tendaient un peu à l'émergence de nouvelles formes de thérapie. C'était la convergence, une convergence générale, sociale, politique, économique. La juxtaposition de tout cela est finalement une réponse à toutes ces attentes qui étaient de l'ordre des neurosciences, d'une nouvelle configuration du psychotrauma, et que tout cela a amené finalement à l'émergence de cette nouvelle mouvance qui n'a de cesse d'évoluer et qui maintenant encore trouve écho et sens avec la génétique, un nouveau champ d'exploration, et je sais qu'il y a des recherches qui vont être menées au centre à ce sujet, et je m'arrête là pour mon propos. Merci beaucoup en tout cas William, hein, et je pense que c'était à la fois très intéressant et très clair. Donc, on te remercie beaucoup d'avoir pu présenter les choses de cette manière-là. Et puis, semble-t-il, alors en plus, de façon presque spontanée, puisque voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, moi, ce que ça m'inspire très rapidement, et puis après, je vais laisser évidemment la parole. Alors, c'est vrai que tu faisais tout à l'heure un lien avec la clinique. Alors bien évidemment, d'ailleurs par rapport à l'objet du séminaire et puis d'ailleurs par rapport à ce qui était discuté avant, la clinique elle renvoie d'abord, en tout cas me concernant, à une certaine forme d'humilité, notamment par rapport à la question des savoirs et par rapport à la question de la vérité. Voilà. Et c'est vrai que bon, en tout cas ces références perpétuelles comme ça à la science, je pense qu'il faut aussi faire attention à cette question de la vérité, voilà qui prendrait ces allures-là. Bon. Moi, j'avais quand même juste une question. Alors, c'est vrai que bon, tu fais référence beaucoup à la question du moi, des états du moi, etc. Alors, je te cache pas que ça me fait penser, bon, c'est quand même beaucoup tiré de la psychanalyse, quand même plutôt du côté américain. Hein, et ce qui me fait penser à la parole de Freud qui disait, mais ils se rendent pas compte que je leur apporte la peste, sauf qu'en fait les Américains de la psychanalyse, ils en ont fait une petite grippette, quoi. J'ai l'impression que toute cette partie-là de la psychanalyse subversive, en tout cas, elle est complètement évacuée des propos que tu tiens, en tout cas sur la psychanalyse. Hein. C'est vraiment la psychanalyse américaine, en tout cas, donc c'est une forme de psychanalyse. Hein. Donc il y avait cette notion-là, et du coup, je me posais la question par rapport à tout ça, comment tu définis le moi? Parce que ce moi, voilà, enfin, dans lequel il faut intégrer un certain nombre de choses, les états du moi, etc. De quoi on parle en fait? C'est quoi ce moi-là? Alors, j'aurais spontanément du mal à répondre à cette question parce que... Non, mais bien évidemment, et j'aurais du mal à répondre à cette interrogation parce que, comment dire, je reste hermétique également à cette considération du moi. Et donc, il est vrai que, à l'instar de ce qui est évacué très rapidement de la pensée analytique, qui n'est pas de l'ego-psychologie, j'aurais tendance à évacuer assez rapidement leur conception du moi. Et quand je dis leur conception, c'est cette conception-là de cette nouvelle forme de psychothérapie. C'est un moi qui intègre à la fois une dynamique, c'est l'identité du sujet, elle est émotionnelle, elle est cognitive, elle est comportementale, elle est kinesthésique, si je fais encore d'autres références du coup, à ce qui compose ce moi, cette entité véritable, en mouvance constante et perpétuelle, composée de milliers de facettes différentes qui sont toutes unies et qui dialoguent les unes après les autres, si je pouvais donner cette métaphore, de façon assez cohérente, en fait. C'est ça le moi. Et c'est ça ce qui est questionné par la question et la théorie de la dissociation, qui à un moment donné vient fragmenter ces liens entre l'intégralité de ces
facettes du moi. Alors, si je dois répondre à cette question, il y aura les mois. Alors, si je vais dans les états du moi, les mois parents, enfants, adultes. Dans la dissociation, les mois de l'activité, les mois adultes aussi, les mois professionnels, les mois, etc. Donc, j'ai véritablement l'impression que cette conception du moi, elle est plurielle, en fait. Mais elle est cohérente. C'est-à-dire que tant qu'elle est cohérente et qu'elle ne fait pas symptôme, alors tout converge parfaitement bien. À partir du moment où il y a dissociation potentielle, où il y a une fragmentation du moi, où il y a du coup, par ce trauma qui vient percuter ce maillage, ce signifiant qui fait trop, cet excès de traumatisme, etc., eh bien, les liens se distendent et chaque petite partie du moi va alors pouvoir véritablement se développer, alors non pas un d'empowerment des autres, sinon on serait dans un trouble dissociatif de l'identité, qui est encore une autre entité clinique, mais véritablement avoir sa partie émotionnelle et sa partie des représentations. Et en cela, c'est un moi, une sorte de boule à facettes immense, en fait, qui est très bien agencé et qui représente tout notre parcours de vie, toute notre expérience de vie. Je pense qu'il le considère ainsi, si je repose sur. Et on est très loin, finalement, de la considération du moi qui serait tout de même un peu plus la mienne, et je m'en réfère du coup à Benveniste, qui parlait, si je reprends en vitesse du coup une ou deux de mes notes, de cet état qui est du moi, pardon, je suis en train de m'égarer un tout petit peu en même temps, bon c'est pas grave, qui réfère beaucoup plus à la langue, qui réfère beaucoup plus au signifiant, au signifié, qui répond beaucoup plus à la place du sujet, qui répond beaucoup plus à la subjectivité de l'expérience elle-même, qui répond beaucoup plus à quelque chose de l'ordre de la phénoménologie. C'est-à-dire que mes référents du moi seraient beaucoup plus phénoménologiques et d'une analyse freudienne. Donc moi j'ai ma conception du moi, effectivement, la leur, elle serait plus proche de celle que je viens de vous édicter, et encore, je suis que novice par rapport à ces nouvelles formes de thérapie. Je le dis d'autant plus que c'est pas non plus une totale méconnaissance de ce qui est un peu le cas, mais c'est que tout ça est assez récent, véritablement récent, et vraiment, je vous assure, d'un congrès à l'autre, d'un séminaire à l'autre, les choses évoluent encore perpétuellement, clairement. D'accord, merci beaucoup pour ta réponse. Alors je crois qu'il y a David qui voulait... Oui, je voulais intervenir. Merci William pour ton exposé très complet et qui fait le lien d'une certaine manière avec ce qu'a pu nous présenter Thierry juste avant, sur notamment, c'est ma question, sur la question de la régression. Parce que tu as souligné que dans les psychothérapies intégratives de deuxième génération, il y avait aussi cette dimension de la régression et à des états archaïques. Et je me posais la question vis-à-vis de quoi, puisque tu décrivais que l'inconscient est exclu de ces nouvelles pratiques. Elles n'y font pas référence. Alors, à partir de quoi? Et qu'est-ce qui permet alors de parler pour elles dans leur champ de régression? Je parlerai alors d'un espace. Alors, c'est bien évidemment extrêmement pertinent ce qui vient d'être dit, parce que c'est à cet instant qu'on voit qu'à la fois ma pensée n'a de cesse d'évoluer là aussi, et que mes référents que j'essaye d'articuler aux référents cliniques que je viens de vous présenter est parfois encore assez incomplète, voire encore assez floue. Donc pour être très précis, effectivement, alors moi je considère l'existence de l'inconscient, donc si maintenant je me réfère à ce que je viens de dire auparavant, on parlera alors de traces traumatiques. C'est-à-dire que de ce qui est de l'ordre de l'archaïque, parce que mine de rien, l'archaïque, c'est cet espace dans lequel il y a les premiers refoulés. Qui dit refoulés, c'est tout ce qui était de l'ordre des plaisirs, c'est tout ce qui était de l'ordre des expériences originaires, potentiellement destructrices, qui conféraient à ce néant initial, en fait. Et de ce néant, il y a du néant dans le réel. Et dans le réel, finalement, c'est ce qu'on retrouve dans la clinique de nos patients. Et donc, finalement, quand je parlais de cet accès à l'archaïque, je parlais surtout de cet accès à des traumatismes, du coup, et autant de phénomènes dissociatifs qui nous amènent à ces états antérieurs, en fait, du moi. Donc, pour moi, l'archaïque, je considérais comme les endroits dans lesquels ces parties dissociatives du moi les plus anciennes, finalement, n'avaient pas été intégrées dans les processus de mentalisation du sujet. C'est comme ça que j'essaie de faire le pont entre les objets archaïques et finalement la mémoire traumatique. D'accord. Et donc, on va les travailler de la même manière qu'on travaille un trauma récent. Les procédures sont légèrement différentes, bien évidemment, adaptées à ces temps plus anciens, mais l'idée, c'est toujours une idée d'intégration. C'est l'idée d'amener à cette régression, finalement, pour réussir à dépasser ces traumas-là qui amènent parfois à ces
compulsion de répétition par la suite. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de conflit, on ne parlera plus de compulsion de répétition, même si dans mon discours il est là et que auprès de nombreux thérapeutes qui font usage des psychothérapies de seconde génération, il y a des référents analytiques, donc on s'en sert bien entendu, ce qui guide très souvent d'ailleurs nos pratiques, mais on partira du trauma. On partira véritablement de la question du trauma. Ou un conflit, ce qu'on peut appeler conflit en analyse finalement, eh bien on le considérera comme un traumatisme. Et on le traitera de la même manière. Parce que tu soulignes bien là que il faut bien que ça se trouve dans un... Alors tu dis un espace. Alors c'est pour ça que ça me questionne, parce que quand tu dis espace, moi je pense aux topiques freudiennes, y compris à la topologie lacanienne, qui concerne aussi la temporalité. Alors faisons le choix d'enlever le terme d'espace et parlons plutôt d'une autre structure de la perception que l'on a du moi, et qu'il s'agirait alors d'une des facettes du moi, qui serait alors dissociée, qui comprendrait alors une facette très ancienne qui touche à l'enfance, qui, elle, aurait subi un certain nombre de dissociations. Plutôt que d'espace, on pourrait parler plutôt d'une nouvelle perception de ce que peut être l'enfance, du vécu de cet état du moi alors, et de l'ensemble des dissociations dont il est composé, et que l'exercice considérait alors à réintégrer les parties traumatiques de ces états-là. D'accord. D'accord. Alors, il y a Thierry qui souhaitait intervenir. Alors, j'ai branché le micro, je pense qu'on m'entend peut-être. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bon. Du coup, ce qui m'apparaît, comme ça je parle dans ce qui vient de m'apparaître en entendant William, en vous entendant, je me dis, j'ai l'impression que on peut avoir, alors, pas que ce soit binaire, mais peut-être deux manières d'appréhender les choses, ou deux représentations de l'homme qui se dessinent. Enfin, c'est comme ça que je le vois. D'un côté, et puis peut-être aussi par rapport à la demande en thérapie. D'un côté, il y aurait les thérapies qui seraient prêtes à répondre à une demande de guérison, d'aller mieux. Et j'ai l'impression que les thérapies de régression répondent à ce vœu de pouvoir guérir de quelque chose, de répondre à la demande d'être enfin débarrassé du symptôme de ce qui handicape, pour retrouver quelque chose d'unifié. Et je dirais que ces thérapies-là répondent à cette demande. Et puis, il y a la position un peu particulière d'une orientation analytique qui, elle, en tant que dispositif, je parle bien de dispositif parce que ça me semble important, permet d'ouvrir un lieu où la personne vient amener sa plainte, et que dans cette plainte-là, elle va saisir que là où ça ne va pas pour elle, c'est du côté de la représentation, c'est-à-dire comment elle se représente dans le monde, comment elle se vit elle-même, et aussi poser la question du sens qu'ont ces symptômes, du sens qu'a sa vie, ou venir témoigner de la manière dont elle est débordée par quelque chose qui l'envahit, des pensées, des émotions qui les débordent, et de voir comment, d'une jouissance incontrôlée, quelque chose peut venir l'aborder, faire l'épreuve que d'en parler, ça permet de construire un bord. J'ai l'exemple d'une dame qui est venue me voir,
qui me dit c'est bizarre, je tombe malade, depuis que je suis tombé malade, elle a fait une encéphalite, et depuis que j'ai cette encéphalite, je ne suis plus la même. Donc elle va voir les médecins, etc. Ils lui donnent des médicaments parce qu'il y a perte de mémoire, donc elle ne sent plus le même amour pour ses enfants, etc. Et tout ça s'est mis, on lui dit mais c'est l'effet de la maladie, etc. Elle dit moi ces réponses ne me suffisent pas. Et elle est venue pour parler de ça. Et elle finit par dire que, au fond, c'est pas tellement l'effet de la maladie, c'est que si elle aime moins ses enfants, c'est plutôt qu'elle ne pense qu'à ce qui lui est arrivé, elle ne pense à ce que représente pour elle le fait d'avoir eu une encéphalite. Et puis, dans le décours de son discours, elle parle du fait que bizarrement, elle a eu 3 maladies graves. Une fois, lorsque son père est mort, elle a fait une méningite. Une autre fois, lorsque son amoureux l'a quittée, elle a fait une hépatite. Et puis là, du fait d'une séparation, elle a fait la méningite. Et ce qui apparaît dans le discours, c'est au fond que chaque fois qu'il y a une rupture, peu de temps après, elle tombe malade. Est-ce une coïncidence? Mais pour elle, ça ne fait pas coïncidence, ça fait sens. Et d'un côté, la science répond à son questionnement, on tient compte de tout ce qui se passe dans son cerveau, dans son corps, etc. On lui a donné des thérapeutiques psychologiques et médicamenteuses pour régler ça, ça ne lui suffit pas. Il lui faut aussi un lieu où elle puisse venir élaborer tout ce que ça représente pour elle, tout ce qui, sur le plan symbolique, imaginaire, est venu, à être disloqué, et elle veut venir par la parole reconstruire ça. Et je crois que là, il me semble, dans ce qu'on a entendu ce matin, on a ces 2 aspects des psychothérapies. L'une qui serait plutôt du côté de pouvoir réparer quelque chose, l'autre qui serait du côté de redonner à l'être, par la parole, une possibilité de reconstruction. Pour moi, il n'y a pas antinomie des choses, il y a une façon différente d'aborder le sujet et d'aborder la question qu'il vient amener. Et une main de William. Juste pour compléter votre propos, effectivement, absolument, il n'y a pas antinomie. En même temps, des thérapeutes qui usent des thérapies de seconde génération peuvent bien entendu également être dans cette double orientation, clairement. C'est-à-dire qu'initialement, c'est la question de la demande qui se pose, et en fonction de sensibilité, elle va s'exprimer différemment, et on va faire quelque chose de différent. C'est-à-dire que dans un premier temps, il s'agit juste de proposer un cadre, et au travers de ce cadre, bien entendu, si je reprends ce que Green disait, en gros, c'est cet espace-là, véritablement. C'est ni du côté du patient, ni du côté de l'analyste que ça se joue, mais dans la réunion de ces 2 communications, dans un espace potentiel. C'est là où se joue l'espace potentiel. Sauf que dans cet espace potentiel dont il tire référent de Winnicott notamment, et dans cet espace où il va être déposé finalement quelque chose du proximal auditif visuel et de tous ces matériaux représentatifs, et de tous ces contenus affectifs latents, eh bien, pour les scientifiques, il y a la question tout de même de ce qui avait été dit avant, de l'ordre de cette intelligence analytique et écoute sensible que vous y aviez dit, mais également l'ordre du probable. C'est-à-dire que même dans cet espace-là, on se dit qu'il peut se jouer quelque chose de l'ordre de l'agir ou pas. Et que nombre de thérapeutes de cette nouvelle forme de nouvelle génération de thérapie vont leur amener la psychoéducation, et c'est là où effectivement je reviens sur ce que vous disiez avant, attention au discours du maître véritable et du sujet supposant savoir, dans lequel on peut se positionner véritablement, effectivement, et c'est un des dangers, et d'aliénation du coup du sujet, mais ça il faut en être véritablement conscient, et c'était très naturel de le souligner, et je le soutiens absolument, mais de cet ordre du probable qui est lié aussi à cet inconscient, que ces nouvelles approches tentent de dépasser. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a
de cette personne, dont la demande est d'apporter tout ce matériel dont on vient de parler dans un espace bien déterminé, dans un cadre bien déterminé, mais très rapidement alors, par différentes manières, non pas de suggestion, mais de psychoéducation qui reste de suggestion ou autre, eh bien on l'amène finalement à guérir. Et là je rebondis à une autre note que j'avais préparée parce que finalement je me doutais que ça allait tourner autour de cela. Cette fois c'était Eisenstein qui le disait, l'idée de besoin de guérir devient dans le domaine de plus en plus complexe, et plus complexe encore qu'en matière d'analyse classique. Parce qu'il y aurait une dénégation du désir de guérir la maladie, psychosomatique notamment, qui aboutirait pour lui, et pour l'analyste et le patient, à une sorte de communauté de déni, telle que l'a décrit Michel Fin, mais qui affecterait ici le corps et donc la mort. Et il se pose la question du besoin de guérir. Elle ne guide pas l'intégralité des démarches en psychothérapie intégrative. Elle est là latente, sous-jacente à la sensibilité de chaque thérapeute, mais n'est pas une fin en soi. Je vais considérer le symptôme, et nombre de mes collègues, même en EMDR, vont considérer le symptôme dans une dynamique analytique. Mais bien évidemment, elle se pose tout de même. Donc il y a à la fois exactement ce que vous venez de souligner dans cette double orientation de la perception de la demande du patient, et également de la demande du thérapeute, et en même temps, à un moment donné, une convergence qui est amenée par le thérapeute, d'une certaine manière, pour répondre un peu à cet impératif et cette perception qu'il y a de la guérison, parce que là aussi, on va se baser sur les recherches qui nous amènent à considérer le symptôme plutôt comme un trouble, et que effectivement certaines de ces thérapies, en l'espace de quelques séances seulement, amènent à la diminution forte de l'ensemble de ces troubles et symptômes, diminution forte du coup de l'expression émotionnelle initiale du patient, une intégration d'un trauma qui devient extrêmement lointain, quasi inexistant, et on aura alors répondu à la demande initiale du patient, mais on aura réorienté ça sur une demande qui est propre à l'usage même de ces psychothérapies. Bon, merci bien William pour ton exposé et tes réponses. Je vous propose qu'on clôture là notre matinée de travail. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci William, merci Thierry d'être intervenu aujourd'hui.